Ma mère m'a jeté un sac, et m'a dit de me débrouiller seule. Ensuite, elle a raconté à tout le monde que j'étais parti à l'université. Des années plus tard, nous nous sommes revus, et elle m'a demandé, « Tu es toujours amer ?» Alors, je lui ai retourné la question, « Tu es toujours fier de ce que tu as fait ?» Je n'ai pas eu de gâteau pour mon 19e anniversaire. Ma mère ne m'a pas organisé de fête, ni même souhaité un joyeux anniversaire. Au lieu de cela, j'ai reçu un sac de sport jeté à mes pieds, accompagné de son regard glacial. Un regard qui m'a glacé le sang, aussi vivement que le vent de décembre, qui soufflait devant notre porte d'entrée abîmée. « Tu es un adulte maintenant, Ethan », a-t-elle fait remarquer, les bras croisés et les lèvres pincées. « Il est temps pour toi de comprendre la vie par toi-même. » Elle est retournée tranquillement dans la cuisine, comme si elle ne venait pas de jeter son fils unique à la rue, sans aucun avertissement, et sans un sou en poche. Je suis resté planté là, dans mes baskets usées et ma veste d'occasion, tenant un sac que je ne me souvenais pas avoir préparé. Plus tard, j'ai compris que maman avait dû le faire pour moi la veille au soir, pendant que je dormais encore dans mon lit. Je rêvais de pensées naïves sur la maturité, qui pour moi signifiait l'indépendance, plutôt que l'abandon brutal. J'ai attendu à la porte, espérant qu'elle change d'avis, ou du moins qu'elle me dépose à la gare routière. Elle ne l'a pas fait. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi, avec une finalité bien plus puissante que n'importe quelle dispute que nous avions eue par le passé. Je me suis soudainement retrouvé sans abri. Joyeux anniversaire à moi. Je suppose que je devrais revenir en arrière, et donner un peu de contexte, avant que vous ne me preniez pour un énième jeune qui pleurniche sur le fait de grandir. Je m'appelle Ethan, et j'étais encore au lycée quand c'est arrivé. Oui, j'avais 19 ans, mais je n'en étais même pas à la moitié de ma dernière année. J'avais des notes correctes, je travaillais à temps partiel dans une petite épicerie, et je restais dans mon coin. Je ne sortais pas faire la fête, ni ne m'attirais des ennuis. À tous égards, j'étais le genre d'enfant qui méritait une chance, ou, à tout le moins, un endroit où loger jusqu'à l'obtention de son diplôme. Cependant, du point de vue de ma mère, le jour où je suis officiellement devenu un adulte, fut celui où j'ai cessé d'être sa responsabilité. En grandissant, il n'y avait que nous deux. Mon père n'a jamais fait partie du tableau. Quand j'avais 8 ans, j'ai posé la question sur lui, et la réaction fut un silence de mort, suivi du claquement d'une porte de placard. Après cela, j'ai arrêté de demander. Maman cumulait les petits boulots, nettoyant des maisons, servant de temps en temps comme serveuse. Elle disparaissait parfois pendant une semaine ou deux, pour revenir avec un peu plus d'argent, et des bleus. Quand elle était là, elle était soit distante, soit furieuse, ou bien les deux. Malgré tout, j'essayais de ne pas lui donner d'autres raisons de crier. Je gardais l'appartement propre, préparais des repas simples, et lui trouvais des excuses, lorsqu'elle négligeait d'assister aux réunions parents-professeurs. J'ai vite compris que l'amour, du moins dans notre foyer, était totalement conditionnel. Elle ne disait jamais « je t'aime », pas même par habitude. Il n'y avait pas de câlin ni d'affection, seulement des règles, des exigences, et beaucoup de culpabilité. Si je demandais de nouvelles chaussures, j'étais traité d'ingrat. Si j'obtenais un 16/20, ce n'était pas un 20/20. Si je restais silencieux, j'avais l'air maussade. Si je m'exprimais, j'étais impoli. Les règles du jeu changeaient sans cesse, et peu importe mes efforts pour les respecter, ce n'était jamais suffisant. Pourtant, j'espérais que mes 19 ans seraient différents. Je croyais qu'elle verrait que je faisais de mon mieux, et qu'elle serait fière de moi, même sans le dire à voix haute. Je ne m'attendais pas à une fête que nous ne pouvions pas nous offrir, mais plutôt à un bon dîner, ou à une soirée paisible ensemble. J'étais assez naïf pour imaginer qu'elle s'en soucierait. Il s'est avéré qu'elle attendait avec impatience le jour, où elle pourrait enfin se laver les mains de moi. La veille de mon anniversaire, je suis rentré du travail, pour la trouver dans une de ses humeurs sombres. Elle fumait cigarette sur cigarette près de la fenêtre, et faisait les 100 pas, comme un animal pris au piège. Je n'ai pas dit grand-chose. Je savais qu'il valait mieux me taire, mais j'ai tout de même proposé de réchauffer un reste de nouilles. Elle m'a repoussé d'un geste de la main, sans prononcer un mot. Plus tard, je l'ai surprise au téléphone dans sa chambre, parlant avec véhémence. Je ne pouvais pas comprendre toute la conversation, mais une phrase a retenu mon attention, il a 19 ans demain. Je ne lui dois plus rien. Après cela, je suis resté éveillé presque toute la nuit, essayant de me convaincre qu'elle ne le pensait pas, et que j'avais mal compris. Mais, au fond de moi, je savais la vérité.
Je crois que je savais, depuis longtemps, qu'elle cherchait juste une excuse. Elle voulait récupérer sa vie, peu importe ce que cela signifiait pour elle. Et moi, j'étais simplement sur son chemin. Je représentais son fardeau, sa justification, et sa propre culpabilité. La matinée a commencé dans un lourd silence. Il n'y a pas eu de petit déjeuner ni d'accueil, seulement le sac posé devant la porte, et ces mots froids, « Tu es un adulte maintenant. Découvre la vie par toi-même. » Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'ai simplement hoché la tête, et je me suis éloigné, ayant l'impression de laisser derrière moi quelque chose qui avait été brisé, bien avant que je ne m'en rende compte. J'ai marché 3 kilomètres jusqu'à un parc que je fréquentais enfant. Je me suis assis sur un banc glacial, et j'ai ouvert le paquet. Il contenait 3 jeans, 4 chemises, un sweatshirt, et une brosse à dents. Mais les 25 €, que j'avais mis dans une enveloppe sous mon matelas, n'y étaient pas. Elle avait pris cela aussi. J'ai supposé qu'elle pensait que je n'en avais pas besoin. Cela a marqué le commencement, la toute première blessure. Ce soir-là, je me suis assis au fond d'une laverie automatique, emmitouflé dans mon sweat à capuche, écoutant le bourdonnement sourd des machines. La semaine suivante a filé à toute allure. Je l'ai passé à dormir sur des bancs, à manger ce que je pouvais me payer, et à me laver à la salle de sport, chaque fois que je pouvais m'y faufiler. Je n'ai prévenu personne au lycée. J'étais trop fier, et profondément humilié. Je continuais à me présenter en cours, épuisé et affamé, prétendant que tout allait bien. Les professeurs ont commencé à le remarquer, mais personne n'a rien dit ouvertement. J'entendais des chuchotements, il a l'air malade. Quelque chose ne va pas avec Ethan, mais personne ne m'a interrogé. Un jour, ma conseillère d'orientation m'a approché en privé. Madame Carson. Elle était l'une des rares adultes à me regarder droit dans les yeux, avec une réelle sincérité. Elle m'a demandé si tout allait bien à la maison. J'ai essayé de mentir, mais la vérité a tout simplement fini par m'échapper. Elle n'a pas pleuré, ni poussé de soupirs étouffés. Elle a juste écouté. Vraiment écouté. Ensuite, elle s'est mise au travail. Elle m'a aidé à faire une demande de logement d'urgence, à parler au directeur pour obtenir des tickets repas, et à même demander une faveur à une association locale, qui aide les jeunes en situation de crise. Je ne voulais pas accepter la charité, mais je n'avais pas d'autres alternatives. Cette petite aide m'a littéralement maintenu en vie. Pendant ce temps, je n'ai jamais eu de nouvelles de ma mère. Pas d'appel, pas de texto, rien du tout. Elle a disparu de ma vie, comme si je n'avais jamais existé. J'étais hors de son monde, et c'était exactement ce qu'elle désirait. Mais voici le plus important. Chaque nuit, en m'endormant sur le lit froid du foyer, je me faisais la même promesse. Un jour, elle en viendrait à regretter tout ce qu'elle m'avait dit. Un jour, je m'élèverais bien au-dessus de tout ce qu'elle imaginait que je pourrais être. Et elle n'aurait d'autre choix que de l'observer. Non pas parce que je cherchais son approbation. Ce n'était pas le cas. Plus maintenant. Mais je voulais qu'elle comprenne qu'elle se trompait sur mon compte, sur toute la ligne. Et quand ce jour arriverait, je ne crierais pas. Je ne me battrais pas. Je me contenterais de sourire, et de m'en aller. Je ne savais pas encore comment j'allais m'y prendre, mais j'étais certain d'une chose. Je ferais en sorte qu'elle le regrette. Chaque syllabe prononcée. Et la première faille dans son stratagème est apparue quelques semaines plus tard, lorsque j'ai découvert une vérité sur ma mère, qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'apprenne. Pendant des semaines, après avoir été mis à la porte, j'ai continué à me dire que c'était temporaire. Je croyais qu'elle finirait par revenir à la raison, et qu'elle était probablement simplement anxieuse, terrifiée, ou dépassée par les événements. Je me suis accroché à cette illusion, comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout. Car si votre propre mère peut vous jeter comme un déchet, sans s'en soucier, qu'est-ce que cela dit de vous? Mais elle n'a pas changé d'avis. En fait, plus je comprenais la situation, plus il devenait évident qu'elle organisait mon départ depuis longtemps. Madame Carson m'a aidé à m'inscrire au programme d'assistance du foyer pour jeunes de la ville. Ce n'était pas très glamour, un lit superposé dans une chambre partagée, des corvées alternées, et des réunions de groupe 2 fois par semaine. Mais c'était chaud, sûr, et c'était chez moi. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai ressenti un certain sentiment de stabilité. Je faisais des heures supplémentaires à l'épicerie, et prenais des gardes de nuit quand c'était possible. Je faisais profil bas, et je maintenais mes notes à un bon niveau.
Ma vie sociale s'est évaporée, tout comme ma capacité à me soucier du reste. Chaque minute de libre était consacrée à la survie. Je n'avais pas le temps de digérer ma tristesse. Pas avant un glacial jeudi après-midi, à la fin du mois de janvier. Tout a commencé lorsque je suis tombé sur Madame Parker, notre ancienne voisine de l'immeuble. Elle promenait son petit chien, à l'extérieur du centre communautaire, où j'avais fait du bénévolat pour accumuler des heures de service. Elle m'a reconnu immédiatement, même si j'avais dû vieillir de 10 ans depuis la dernière fois qu'elle m'avait vu. « Oh mon Dieu, Ethan !» s'est-elle exclamée, en resserrant son manteau contre le froid. « Tu vas bien, mon chéri ? Ta maman a dit que tu étais parti à l'université en avance. » Je ne l'avais pas remarqué. L'université. Elle a hoché la tête. C'est ce qu'elle avait raconté à tout le monde. Elle a affirmé que j'avais obtenu une bourse, et que j'étais parti le jour de mon anniversaire. Elle expliquait justement à Madame Turner à quel point elle était fière de moi, comment je devenais un homme, et commençais ma propre vie. Je ne savais pas quoi répondre. Fière ? Elle ne m'avait même pas envoyé de texto. Elle n'avait pas assisté à la réunion de planification de la remise des diplômes en janvier, où l'on demandait aux parents de confirmer leur présence, pour le paiement de la toge et du chapeau. Je me tenais devant une voisine à qui l'on avait vendu du rêve. Pendant ce temps, moi, je vivais dans un foyer, mangeant des nouilles instantanées, et me demandant si mon uniforme sentait le désinfectant. Ce fut la première fissure dans son tissu de mensonges, et les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Il s'avère que ma mère ne m'a pas simplement jeté dehors. Elle m'a remplacé. Sa jeune sœur, tante Rachel, est venue de Floride en visite, une semaine après mon anniversaire. Je ne m'en suis pas rendu compte au début, mais l'un des plus jeunes enfants de l'immeuble m'a envoyé un message privé sur Instagram, « Ton cousin vit chez toi maintenant. » Que s'est-il passé, Léo ? Je n'avais aucune idée de l'existence de ce membre de la famille. La curiosité, couplée à un sentiment pire encore, semblable à de la peur, m'a poussé à mener l'enquête. Tante Rachel avait un enfant plus jeune que moi, qui devait avoir 16 ans. Il s'appelait Eden. Je me souvenais de son nom de famille, de l'époque où je triais le courrier dans notre immeuble. Eden avait fait des allers-retours dans des foyers d'accueil. Il avait des problèmes à l'école, commettait de petits vols. Bref, toutes les choses dont ma mère m'accusait lorsqu'elle était contrariée, mais que je n'avais jamais commises. Maintenant, il dormait dans mon lit, portait mon vieux sweatshirt, et fouillait dans le réfrigérateur, que j'avais l'habitude de remplir avec des courses payées de ma poche. Pendant ce temps, ma mère publiait des selfies joyeux en sa compagnie. Les photos étaient accompagnées de légendes telles que « Tellement fier de mon neveu ». Nouveau départ, cœur rouge. Le neveu, pas le fils. Le fils n'existait plus. Apparemment, j'avais l'impression de flotter au-dessus de ma propre vie. C'était comme si quelqu'un avait attaqué les fondations de mon identité à la scie à métaux, me laissant en équilibre précaire sur de simples échardes. La seule personne qui était censée m'aimer de manière inconditionnelle, avait choisi de réinventer son existence, et j'en avais été totalement effacé. Mais je n'étais pas encore en colère. Pas avant de trouver cette fameuse enveloppe. J'aidais Madame Carson à organiser une collecte de fonds dans le bureau de l'école, et elle avait cette énorme pile de courriers qui devait être triée. Il y avait des offres de bourse, des dépliants communautaires, des bulletins de notes. Une enveloppe portait mon nom, épaisse et d'apparence très officielle. Le jour de mon anniversaire, le 17 décembre, j'avais reçu une lettre du Millstone Technical College. Ils m'offraient une bourse complète, pour leur programme de gestion d'entreprise, assortie d'une allocation mensuelle, et d'options de logement pour les candidats à faible revenu. La lettre était datée du 2 décembre, et avait été livrée à mon adresse personnelle. J'ai fixé ce papier pendant une bonne minute, avant que l'horreur absolue de la situation ne fasse tilt. Ma mère avait reçu la lettre. Elle savait. Elle savait que j'avais une porte de sortie, et elle ne me l'a jamais donnée. J'ai replié le papier pour le remettre dans l'enveloppe, les mains tremblantes. Madame Carson, ai-je dit, d'une voix qui dépassait à peine le murmure. Puis-je vous demander quelque chose d'étrange ? Elle a levé les yeux. Bien sûr. Savez-vous s'il est légal pour un parent de rejeter une offre universitaire ? Ses yeux se sont plissés instantanément. Ethan, qu'as-tu découvert ? Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle l'a lue 2 fois, avant de se redresser bien droite sur sa chaise. Elle savait, ai-je continué, parvenant presque à garder une voix stable. Elle savait que j'avais obtenu ceci,
et elle m'a quand même jeté à la porte. Madame Carson n'a rien dit, mais je pouvais voir qu'elle était bouleversée, à la façon dont sa mâchoire s'est contractée. Elle a promis de m'aider à contacter l'école directement. Elle l'a fait, mais c'était trop tard. La date limite d'acceptation était dépassée, et ils étaient déjà passés à la liste d'attente. L'administratrice semblait sincèrement compatissante. Si nous avions eu de ces nouvelles en décembre, l'affaire aurait été conclue, a-t-elle affirmé. Mais maintenant, nous ne pouvons plus rien faire. Je suis sorti de cette réunion dans un état de stupeur. Non pas parce que j'avais perdu la bourse, mais parce que je n'avais jamais eu la moindre chance de l'accepter. Ma mère me l'avait volée. Une porte de sortie vers l'avenir. Et pourquoi faire? C'est à ce moment-là que la colère est enfin montée. Le genre de rage qui s'installe profondément dans votre poitrine, et qui vrombit comme un moteur. J'ai passé les jours suivants dans le brouillard, en allant au travail. J'allais en cours, mais mon esprit n'arrêtait pas de rejouer chaque moment du passé. Chaque fois que j'avais essayé de l'impressionner. Chaque fois que j'avais nettoyé la cuisine, pour éviter qu'elle ne crie. Chaque fois que je ramenais Anna à la maison, espérant que ce serait enfin ce qui la pousserait à me remarquer. Elle ne me voyait pas. Elle ne l'a jamais fait. Elle voyait uniquement ce dont elle avait besoin, un bouc émissaire, une bête de somme. Et quand j'ai cessé de servir à ce dessein, elle m'a remplacé, sans même sourciller. Qu'est-ce qui m'a poussé à bout? Ce qui a transformé cette colère en quelque chose de plus ciblé, de plus dangereux, ce fut la fête d'anniversaire d'Eden. C'était le 20 février, un samedi. Je ne l'ai découvert que parce que quelqu'un avait identifié le complexe d'appartements dans une publication, et j'ai suivi les indices, tel un limier sur une piste. Je ne me souviens pas avoir pris la décision de m'y rendre, mais elle lui avait organisé une fête grandiose. Il y avait des ballons, une banderole, et un fichu gâteau, portant l'inscription « Bienvenue dans la famille, Eden », tracé avec un glaçage cursif. J'ai tout vu, les vidéos, les selfies de groupe, ma mère ivre en train de danser. Elle tenait un gobelet rouge en plastique, comme si elle avait à nouveau 21 ans, et Eden arborait un large sourire, comme s'il était le maître des lieux. Je me souviens être resté à l'extérieur du bâtiment, les poings serrés dans les poches de mon manteau, observant la fête à travers les fenêtres. Je n'allais pas entrer, car je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Mais ensuite, je l'ai vue sortir pour fumer, exactement comme elle en avait l'habitude, et quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis approché lentement. Elle ne m'a remarqué que lorsque je n'étais plus qu'à quelques mètres. Et quand elle l'a fait, elle s'est figée. Puis, elle a souri. Ce faux sourire qu'elle réservait autrefois aux professeurs, et aux propriétaires. Eh bien, regardez qui s'est enfin fait pousser une colonne vertébrale, a-t-elle lancé. Je n'ai rien répondu. Elle a fait un geste vers l'appartement. Tu n'es pas invité. Je m'en doutais. Elle a tiré une bouffée de sa cigarette. Es-tu toujours contrarié que je t'ai renvoyé? Grandis un peu, Ethan. La vie est dure. Je t'ai rendu service. Tu as jeté ma bourse à la poubelle. Son sourire narquois a disparu d'un coup. J'ai trouvé la lettre, ai-je répliqué, la voix tendue. Tu savais que j'étais accepté, et tu l'as caché. Quoi, a-t-elle ricané. Je savais que tu allais tout gâcher. Tu ne pouvais même pas ranger ta chambre. Quoi? J'étais censé te laisser dépenser l'argent de quelqu'un d'autre, pour un rêve que tu abandonnerais au bout d'un semestre. Tu ne m'as jamais donné ma chance. Je t'ai donné la vie, a-t-elle répliqué, le ton montant d'un cran. Je t'ai aussi offert 19 ans. C'est bien plus que ce que j'ai reçu de mes propres parents. Tu ne m'as rien donné du tout, ai-je répondu, en m'approchant d'elle. Tu as pris, tu as tout accaparé, et tu continues à le faire. Mais plus pour très longtemps. Elle a plissé les yeux. Est-ce une menace? Non, ai-je affirmé. C'est une promesse. Et sur ces mots, je me suis retourné, et je me suis éloigné. Je pouvais sentir son regard posé sur moi tout le long du chemin, mais je ne me suis pas retourné, pas une seule fois. Ce fut le point de rupture, la dernière fois que je l'ai vue en face. Mais ce n'était pas la dernière fois qu'elle entendrait parler de moi. Car, à partir de cet instant, j'ai arrêté d'essayer de survivre, et j'ai commencé à planifier ma riposte. J'aimerais pouvoir dire qu'après avoir affronté ma mère, quelque chose en moi a immédiatement changé. Et que je me suis éloigné vers un lever de soleil métaphorique, la tête haute, le cœur vaillant,
déjà à mi-chemin vers une vie meilleure. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis totalement effondré. À l'extérieur, je continuais à faire ce qu'il fallait. Je me présentais au travail, m'asseyais en classe, et hochais la tête lors des réunions avec mon travailleur social. Pour un observateur extérieur, je semblais être un adolescent fatigué comme un autre, comptant les jours avant la remise des diplômes. Mais à l'intérieur, je partais en lambeaux. Cette confrontation avec ma mère, sa froideur, et sa certitude que j'allais échouer, ne m'ont pas seulement blessé, elles m'ont vidé de ma substance. Tout ce que j'avais fait tenir ensemble, avec du ruban adhésif et du déni, s'est effondré d'un coup. Le rejet, la trahison, et la façon dont elle m'avait remplacé, comme un vieux meuble encombrant. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, à la facilité avec laquelle elle m'avait pris tout ce pourquoi j'avais travaillé. Non seulement la bourse, mais aussi ma conviction d'avoir de l'importance. Le pire dans tout ça, c'est que je l'ai cru. Du moins, pendant un certain temps. J'ai commencé à arriver en retard au travail. Non pas par manque d'intérêt, mais parce que je n'arrivais pas à fermer l'œil de la nuit. Mon esprit passait les mêmes souvenirs en boucle, elle, racontant aux voisins que j'étais à l'université, les photos d'elle souriant avec mon remplaçant, et ce satané gâteau, sur lequel était inscrit « Bienvenue dans la famille », comme une mauvaise blague. Je restais allongé là, dans mon lit de foyer, à fixer le plafond, le cœur battant à tout rompre. Je me demandais si elle avait raison, si j'allais tout faire foirer, si j'étais fondamentalement brisé. J'ai échoué à 2 contrôles d'affilée, j'ai oublié d'apporter mes vêtements de sport, et j'ai raté un rendez-vous avec mon conseiller. De petites choses, certes, mais qui finissaient par s'accumuler. Un vendredi après-midi, j'ai carrément séché les cours. Je n'en avais plus la force. Je me suis assis sur un banc, derrière le centre commercial près de l'épicerie, et j'ai contemplé les fissures du trottoir, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Je n'ai pas pleuré, ni fait quoi que ce soit. Je suis simplement resté là, à me dire, je ne peux pas continuer ainsi. Je ne peux plus faire semblant d'aller bien. Mais ce qui est drôle quand on touche le fond, c'est que c'est un endroit très silencieux. Personne ne vous applaudit, personne ne vous regarde, et personne n'attend que vous en remontiez. Vous restez juste là, avec votre douleur, jusqu'à ce que vous abandonniez, ou que vous décidiez d'avancer. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit pas en avant. J'ai appelé Madame Carson. Je ne me rappelle pas avoir composé son numéro. Je me souviens de sa voix à l'autre bout du fil, calme et chaleureuse, comme quelqu'un qui allume une lumière dans une pièce plongée dans l'obscurité. Je lui ai tout raconté. Pas seulement à propos de ma mère, mais sur ce que je ressentais, le poids, l'épuisement total, et la honte. Je m'attendais à ce qu'elle me fasse un discours de motivation, sur ma force et mes capacités. Mais elle a simplement dit, « Ethan, tu n'as plus à porter ce fardeau tout seul. » Et puis, elle est venue me retrouver. Ce printemps-là, quelque chose a commencé à changer. Elle a pris l'habitude de prendre de mes nouvelles tous les 2 ou 3 jours, m'envoyant de petits SMS du genre « As-tu mangé aujourd'hui ? As-tu besoin d'aide pour tes devoirs ? Veux-tu que je relise cette dissertation ?» Ces minuscules bouées de sauvetage ont commencé à me sortir du brouillard, me rappelant que, peut-être, je n'étais pas totalement invisible. J'ai arrêté de penser à donner tort à ma mère, pour me concentrer sur le fait de me donner raison. Prouver que je valais bien plus que la façon dont elle m'avait traité. Démontrer que je pouvais bâtir quelque chose, non pas par dépit ou par rage, mais grâce à la conviction silencieuse, et obstinée, que je méritais mieux. Je me suis investi à fond dans mes études. J'arrivais tôt en cours, restais tard le soir, posais des questions, et prenais des notes, comme si ma vie en dépendait. Ce qui était d'ailleurs le cas. Mes notes se sont améliorées, et j'ai commencé à donner des cours de soutien en mathématiques, et en économie, à d'autres élèves. Pas pour gagner de l'argent, mais parce que j'y prenais plaisir. L'éducation fut la première chose que je possédais, qui n'appartenait qu'à moi, et j'y excellais. Je passais mes soirées au centre de jeunesse, à lire des articles sur les petites entreprises, les stratégies d'investissement, les allègements fiscaux, et tout ce qui pouvait me donner un avantage. Je voulais comprendre le monde, d'une manière qui échappait totalement à ma mère. L'un des bénévoles du foyer, Jamal, a remarqué combien de temps je passais dans la salle informatique. C'était un homme un peu plus âgé, un ancien militaire pragmatique, qui ne s'encombrait pas de futilités. Un jour, il s'est assis à côté de moi et a déclaré « Tu as de la niaque, gamin.
As-tu déjà songé à monter ta propre affaire? Cette idée est restée ancrée dans mon esprit, comme une écharde, mon propre projet. Au début, j'ai balayé l'idée d'un revers de main. Que pourrais-je bien lancer? J'étais fauché, vivant dans un foyer d'accueil, sans réseau, ni diplôme prestigieux. Mais Jamal a insisté. Il m'a raconté comment il achetait et revendait des téléphones portables d'occasion sur Craigslist. Comment il avait commencé avec rien d'autre qu'un iPhone à l'écran fissuré, pour en faire une activité secondaire, capable de payer son loyer. Il ne s'agit pas de voir grand dès le départ, m'a-t-il expliqué. L'important, c'est de démarrer intelligemment. Alors, je me suis lancé. J'avais remarqué que les résidents du foyer avaient toujours besoin de produits de première nécessité, comme des chaussettes, du dentifrice, des rasoirs, et des chargeurs. Pourtant, personne ne voulait perdre son temps à traverser la ville, pour se rendre dans des magasins discount. J'ai donc trouvé une boutique à bas prix près de mon travail, qui offrait de petites réductions pour les achats en gros. J'ai acheté quelques articles, et je les ai revendus 50 centimes plus cher, dans la salle commune du foyer. Les gens payaient volontiers pour ce côté pratique. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mon entreprise. J'ai tenu des registres détaillés, suivi mes bénéfices, et appris ce que les gens désiraient, à quel moment ils en avaient besoin, ainsi que la manière de fixer les prix justes. J'ai réinvesti chaque centime gagné. J'ai fait l'acquisition de livres d'occasion sur les stratégies de vente, et la psychologie du consommateur. J'ai regardé des tutoriels sur YouTube, concernant le dropshipping et le marketing d'affiliation. À l'arrivée de l'été, j'avais un classeur rempli de notes, et un tableau de bord qui me donnait l'impression d'être un analyste de Wall Street. Plus important encore, j'avais acquis de l'assurance. Une véritable confiance en moi, durement gagnée. Pas du genre exubérant, mais plutôt une force tranquille. Celle qui naît de la certitude d'avoir construit quelque chose à partir de zéro, et que personne ne pourra jamais vous enlever. Je n'ai invité personne à ma remise de diplôme en juin. Madame Carson était au premier rang, et Jamal était là aussi, m'acclamant comme s'il m'avait élevé lui-même. Il n'y avait pas de mère, pas de parents éloignés. Il n'y avait que moi, vêtu d'une toge et d'une toque, traversant une scène avec un morceau de papier qui proclamait que je comptais, et que j'avais réussi. Pour la première fois de mon existence, j'ai eu l'impression d'avoir une famille. Pas celle dans laquelle on est, mais celle que l'on trouve, lorsque tout le reste s'écroule autour de nous. Après la cérémonie, je n'ai pas versé de larmes. Je suis juste resté là, à observer la foule, réalisant que j'y étais parvenu. J'avais survécu à la tempête. Je m'étais reconstruit. Et je n'en avais pas encore fini. Cet automne-là, je me suis inscrit dans un collège communautaire, et non au Millstone Tech. Ma bourse avait été réattribuée des mois auparavant, mais cela n'avait plus d'importance. J'ai obtenu une aide financière, j'ai postulé à toutes les subventions, et bourses locales que je pouvais dénicher. J'ai contracté un petit prêt, et j'ai continué à travailler sans relâche, les soirs à l'épicerie, et les week-ends à gérer mon petit stand de fourniture au foyer. J'ai emménagé dans un logement étudiant subventionné. Il était minuscule, mais c'était le mien. Je dormais sur un matelas posé à même le sol, entouré de manuels scolaires, et de boîtes de dentifrice du magasin Discount. Et j'étais profondément heureux, car je ne me contentais plus de survivre. Je bâtissais mon avenir, brique par brique, euro par euro, et note après note. À l'aube de mes 20 ans, je gérais une boutique en ligne depuis ma chambre d'étudiant. Rien de très sophistiqué, juste des colis de soins soigneusement sélectionnés, destinés aux jeunes des programmes d'hébergement, regroupant tous les produits de première nécessité. Je les personnalisais avec soin, en y glissant des mots écrits à la main. J'offrais même des réductions au foyer, où j'avais moi-même séjourné par le passé. Je n'en faisais plus une obsession comme avant, mais le projet persistait, tel un léger bourdonnement dans un coin de ma tête. Les commandes ont commencé à affluer, et le bouche-à-oreille a fait son œuvre. Je ne me contentais pas de reconstruire ma vie. J'étais en train d'édifier quelque chose de bien plus grand. Malgré tout le reste, les bonnes notes, mon entreprise florissante, et ma nouvelle vie, il y avait une idée fixe dont je ne pouvais me défaire. Cette promesse que je m'étais faite, un jour, elle regretterait absolument tout. Car, pendant que je m'élevais vers le sommet, je savais qu'un autre événement se préparait. Quelque chose de l'autre côté de la ville. Quelque chose qui était sur le point de s'effondrer. Ce qu'il faut savoir sur la vengeance, c'est qu'elle ne vient pas toute seule. Vous devez la construire lentement, pierre par pierre.
Pas à la manière d'un film d'action, où le héros gagne magiquement en puissance, se fait couper les cheveux, et lance une confrontation dramatique, qui change tout du jour au lendemain. Non, la véritable vengeance, celle qui pique au vif, exige une patience infinie, un timing parfait, et une discipline de fer. Vous ne gagnez pas en criant plus fort, ou en distribuant des coups de poing. Vous triomphez en devenant si prospère, si incontestable, que la personne qui vous a fait du tort n'a d'autre choix que de vous voir, de reconnaître votre valeur, et de regretter chacune des décisions qui l'ont conduite à cet instant précis. Et j'y arrivais doucement. À l'âge de 20 ans, mon activité secondaire avait vraiment décollé. Ce qui n'était au départ qu'une boîte de produits de soins, et de collations dans la salle commune d'un foyer, s'était transformé en une entreprise de commerce électronique, modeste mais stable, baptisée Paquet. Elle arborait une image de marque simple et épurée, proposant des colis sur mesure pour les étudiants, les familles à faible revenu, et les centres d'hébergement. J'avais créé une boutique Shopify, appris les bases du référencement naturel, et réinvesti le moindre centime gagné, dans les stocks ainsi que le design du site. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de créer une œuvre que personne ne pourrait m'arracher. J'ai tout gardé sous silence. Pas de vantardise, aucune publication sur les réseaux. Même mes professeurs n'en connaissaient pas l'ampleur réelle. Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi, tant que je n'étais pas prêt. Je me souviens encore de la réaction de ma mère, lorsque je l'ai accusée d'avoir volé ma bourse. Ce sourire froid et suffisant, qui semblait dire « Tu ne seras jamais rien sans moi ». Je voulais brûler cette image pour la rayer de ma mémoire, et la seule façon d'y parvenir, était de lui faire ravaler ces mots. Toutefois, pour accomplir cela, j'avais besoin de bien plus que du succès. Il me fallait un plan d'action. Et curieusement, tout a commencé avec Eden. Au départ, je ne me souciais pas vraiment de lui. Il n'était qu'un pion dans toute cette histoire. Un nouveau corcho que ma mère pouvait manipuler, exhiber devant les autres, et culpabiliser pour s'assurer de sa loyauté. Je supposais qu'il finirait par disparaître, comme tous les autres membres de son entourage. Mais un jour, j'ai reçu un courriel d'une fille avec qui j'étais au lycée. Nous n'étions pas très proches, mais nous avions suivi quelques cours ensemble. Elle m'a envoyé un message inattendu un après-midi, avec comme objet « Eh, c'est ton cousin ?» Il y avait une capture d'écran en pièces jointes, montrant un sujet de discussion sur Reddit. C'était l'un de ces forums communautaires anonymes de notre région, avec un message intitulé « Eden, de l'appartement 14, aperçu en train de voler des téléphones dans les casiers du gymnase. » Encore une fois. Je l'ai ouvert avec un terrible pressentiment, et le fil de discussion contenait plusieurs photographies floues. Une recherche rapide de son nom complet sur Facebook m'a conduit vers des publications publiques. C'étaient des diatribes furieuses de personnes ayant été arnaquées, des annulations de paiement PayPal, et des collectes de fonds pour des chiens perdus, qui semblaient totalement hors de propos. Un autre commentaire mentionnait qu'il avait été banni de 2 centres de jeunesse différents. Un troisième affirmait qu'il avait tenté de vendre des AirPods volés, dans un kiosque de centre commercial. J'ai même déniché un ancien message en provenance de Floride, « Méfiez-vous de ce gamin, connu pour voler des ordinateurs portables dans les écoles. » Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai simplement fixé l'écran. Tout cela m'était si familier. C'était pour lui qu'elle m'avait mis à la porte. C'était à cet individu qu'elle avait offert mon lit, ma chambre, et ma vie tout entière. Soudain, j'ai compris une chose qui m'avait échappé jusqu'alors. Ma mère ne m'avait pas seulement trahi, elle avait fait un pari audacieux. Elle désirait réécrire sa propre histoire, pour devenir la tutrice aimante et bienveillante d'un enfant en difficulté. Le genre de personne dont elle pourrait se vanter auprès des voisins, et sur les réseaux sociaux. Cependant, elle était trop arrogante pour admettre qu'elle reproduisait exactement le même schéma toxique. Cela m'a fourni ma première opportunité. Non pas pour la vengeance, mais pour recueillir des informations capitales. J'ai commencé à surveiller Eden à distance, uniquement en ligne, à travers les réseaux sociaux, les pages Reddit locales, et les groupes de discussion des anciens élèves de mon lycée. Il était brouillon, le genre de gamin qui se vantait des choses les plus stupides. Il publiait des photos avec des liasses de billets, affirmant que cet argent provenait d'activités secondaires légitimes. Il réalisait des vidéos TikTok, se pavanant avec des baskets que j'avais reconnues. C'étaient celles de mon ancien placard, pour lesquelles j'avais économisé durant mon année de première, et que je croyais avoir perdu lors d'un déménagement. Il se promenait avec des morceaux de mon passé, affichant un sourire insolent, comme s'il les avait mérités.
C'est à ce moment-là que j'ai créé des comptes fantômes, un faux profil Reddit, et une nouvelle page Instagram, totalement intraçable. Je m'en suis servi pour commenter discrètement des fils de discussion, susciter des conversations à propos d'Eden, et poser des questions tendancieuses. Rien de trop flagrant, juste assez pour piquer la curiosité des gens. Je faisais mon service à l'épicerie, lors d'un dimanche particulièrement calme. Elle tenait un panier, les cheveux bouclés, laissant dans son sillage un parfum bon marché, tel un nuage de déni. Je n'avais même pas besoin de fabriquer quoi que ce soit. Le passé d'Eden était une bombe à retardement, et je me suis contenté de tendre l'allumette aux bonnes personnes. Ma mère ne m'a pas remarqué, car j'emballais les courses au bout de la caisse rapide, mais moi, je l'ai vue. Et j'ai surtout remarqué avec qui elle était. Un homme de grande taille, ayant probablement la fin de la quarantaine. Il portait une veste de costume sur un jean, et avait l'air riche mais décontracté, comme s'il essayait de paraître humble, tout en échouant lamentablement. Ils ne se tenaient pas la main, mais leur langage corporel était indéniable. Elle riait, en tortillant une mèche de ses cheveux, et exécutait ce petit rire faux qu'elle utilisait toujours, lorsqu'elle désirait obtenir quelque chose. Ils sont passés juste à côté de moi. Elle n'a même pas levé les yeux. J'ai donc demandé à la caissière voisine, « Tu sais qui est ce type ?» « Oh, lui » m'a-t-elle répondu. « C'est David. Il vient souvent par ici. Il possède une poignée d'entreprises informatiques en centre-ville. Je crois qu'il est plein aux as. » David venait ainsi de m'offrir ma deuxième opportunité. David Salvatore, propriétaire de 3 petits magasins d'électronique dans notre comté, réalisait des publicités locales. Il possédait un compte LinkedIn, et même un profil Instagram, où il publiait principalement des photos de ses boutiques, quelques clichés pris lors de salons professionnels, et, plus récemment, des images d'elle. J'ai attendu qu'elle quitte le magasin, puis j'ai demandé à prendre ma pause plus tôt. Je suis sorti, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, et j'ai effectué une recherche sur les magasins de technologie de David, dans notre ville. Une publication datant de la Saint-Valentin était enfouie dans son fil d'actualité. C'était une photo montrant une assiette de dîner, une table éclairée à la bougie, et, tout juste visible sur le bord du cadre, sa main à elle. Je pouvais distinguer la bague qu'elle portait toujours. L'image était accompagnée de la légende, la meilleure Saint-Valentin que j'ai eue depuis des années. Je suis un homme chanceux. Cela confirmait mes soupçons. Elle avait déniché quelqu'un de nouveau, un homme avec de l'argent. Ce qui signifiait qu'elle avait désormais quelque chose à perdre. Et cela constituait ma 3e ouverture. J'ai passé les 2 mois suivants à assembler les pièces du puzzle, pour préparer mon coup monté. Tout d'abord, j'ai remanié mon entreprise paquet pour lui donner une allure plus sérieuse. J'ai enregistré la société légalement, ouvert une boîte postale, et postulé pour une micro-subvention, auprès d'une organisation à but non lucratif aidant les jeunes entrepreneurs. Et je l'ai obtenu. J'ai utilisé ces fonds pour investir dans les stocks, automatiser certaines parties de mon processus d'expédition, et même embaucher un concepteur web à temps partiel, sur un site de freelance. L'objectif était de peaufiner le site, et de moderniser mon image de marque. Ensuite, j'ai créé une section spéciale sur mon site web, intitulée « Partenaire paquet ». C'était un programme permettant aux entreprises de parrainer des colis de soins pour les foyers de jeunes. Il comprenait des notes de remerciement personnalisées, des mentions sur les réseaux sociaux, et un badge de partenaire communautaire. Devinez qui j'ai contacté en premier? Les magasins de David. J'ai utilisé un faux nom, me faisant passer pour le responsable marketing, et j'ai envoyé une proposition formelle par email, accompagnée de maquettes professionnelles. Je savais qu'il mordrait à l'hameçon. Il incarnait exactement le genre d'homme, qui souhaitait se donner une image de généreux donateur. Nous avons échangé pendant une semaine, et j'ai fini par obtenir une confirmation de sa part, cela semble fantastique. Je suis ravi de faire don de quelques accessoires et d'être mis en avant sur votre plateforme. Assurez-vous simplement que notre marque reste bien visible. Ma petite amie adore ce genre d'initiative communautaire. Sa petite amie, bien sûr, avait dû inventer un mensonge quelconque, affirmant qu'elle travaillait avec des enfants, animait des groupes de soutien, ou n'importe quelle autre sornette qu'elle lui avait servi. Et maintenant, elle s'apprêtait à être publiquement associée à mon entreprise. La société bâtie par le propre fils qu'elle avait lâchement abandonné. Mais je n'avais pas encore terminé. J'avais besoin d'une dernière chose essentielle. Des preuves accablantes. Alors,
j'ai commencé à les rassembler minutieusement. Chaque fil de discussion sur Reddit, chaque photo d'Eden tenant des objets volés entre ses mains. Chaque commentaire d'une personne affirmant qu'il lui devait de l'argent, chaque photo floue provenant des caméras de sécurité du gymnase. Chaque diatribe enflammée sur Twitter, et chaque vidéo TikTok où il paradait avec son argent. J'ai créé un dossier Google Drive, agrémenté de légendes explicatives, et de sources classées par date. Puis, j'en ai fait 6 sauvegardes distinctes. Enfin, j'ai commandé l'un de mes propres colis de soins, mais celui-ci renfermait une surprise très spéciale. Une lettre dactylographiée, adressée à David, et signée de mon nom complet ainsi que de mon adresse. À l'intérieur, je le remerciais de soutenir des jeunes comme moi. J'y mentionnais comment j'avais fondé cette entreprise, après avoir été chassé de chez moi à l'âge de 19 ans, sans le moindre soutien familial. Je n'ai cité aucun nom de personne, car ce n'était absolument pas nécessaire. J'ai laissé la chronologie des faits, le ton de la lettre, et le poids émotionnel de mon récit parler d'eux-mêmes. Je voulais qu'ils commencent à se poser des questions, et je voulais qu'elles se mettent à transpirer à grosses gouttes. Car maintenant, je tenais toutes les cartes en main. Je n'allais pas lâcher la bombe tout de suite. Je voulais qu'elle réalise qui j'étais devenu, et ce que j'avais bâti à partir des cendres qu'elle avait laissées derrière elle. Je possédais la preuve irréfutable de sa trahison, ainsi qu'une plateforme qu'elle ne pourrait ignorer. Elle avait une réputation qu'elle commençait tout juste à se forger, et que je pouvais anéantir avec une seule vérité. C'est à cet instant précis que la véritable vengeance débuterait. La forme de vengeance la plus raffinée, ne se manifeste pas dans un élan de gloire éclatante, ni lors d'une bagarre hurlante sur un parking. Au contraire, elle entra pas de velours, s'installe discrètement à la table que vous avez dressée, et attend calmement que vos adversaires réalisent qu'ils sont en train de digérer les conséquences de leurs propres actes. C'est très exactement ce que j'ai mis en place. Après que David eut accepté d'apparaître comme partenaire de paquet, j'ai patienté 3 semaines avant de lancer la campagne publicitaire. Juste le temps nécessaire pour préparer le terrain de façon optimale. J'ai mis à jour le site web, pour lui donner un aspect professionnel et minimaliste, avec des lignes épurées, des couleurs douces, et un grand texte remerciant les magasins de David, pour le parrainage de colis destinés aux jeunes défavorisés. Puis, j'ai ajouté une toute dernière touche, un article mis en évidence sur la page d'accueil. Il s'agissait d'un essai personnel, judicieusement intitulé « Mis à la rue à 19 ans ». Aujourd'hui, j'envoie de l'aide aux enfants qui me ressemblent. C'était un texte concis, pas plus de 600 mots. Aucun nom n'y figurait, ni aucune dramaturgie larmoyante. Juste ma voix, calme, claire, et d'une honnêteté dévastatrice. J'y racontais le récit de la matinée de mes 19 ans. La valise hâtivement préparée, la porte claquée au nez, et la douloureuse prise de conscience que je n'étais pas aimé. J'avais simplement été toléré, jusqu'à ce que ma présence ne soit plus légalement obligatoire. J'ai décrit mes nuits passées à dormir dans une laverie automatique, la perte injuste de mon offre de bourse, et la découverte choquante que j'avais été remplacé, au sein de ma propre maison. Je ne mendiais pas la moindre compassion. Je me suis contenté de livrer la stricte vérité. À la toute fin de cet essai, j'ai chaleureusement remercié nos nouveaux partenaires commerciaux. J'ai notamment mentionné une entreprise locale d'électronique, dirigée par un homme qui, selon mes mots, me rappelait qu'il existait encore des adultes bons et généreux en ce monde. Je savais pertinemment que ma mère finirait par le lire. David suivait la page Instagram de mon entreprise, et je l'avais identifié dans la publication partageant mon histoire, qui a très rapidement gagné en popularité. De petits comptes, des sites d'associations à but non lucratif, et une poignée d'influenceurs locaux ont partagé la publication. Et le foyer, où j'avais autrefois séjourné, a même rédigé un commentaire, exprimant leur immense fierté à mon égard. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de la part de David. Il était particulièrement bref, composé de seulement quelques lignes. « Bonjour Ethan. Je viens de lire ton récit sur le site web. C'est un témoignage très puissant. Pardonne ma curiosité, mais ta mère s'appelle-t-elle Laura ? » J'ai fixé l'écran de mon ordinateur, le cœur battant la chamade, et j'ai finalement tapé ma réponse, « Oui, en effet. » Il n'a pas répondu dans l'immédiat, mais je savais que je venais de lancer une véritable bombe, au beau milieu de l'image soigneusement lissée qu'elle s'était construite auprès de lui. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel provenant d'un numéro inconnu. J'ai laissé sonner, et c'est tombé sur sa boîte vocale. Sa voix était haletante et effrayée, et, Ethan, j'ai remarqué ce que tu avais écrit.
Je crois que nous devons discuter, s'il te plaît. Je n'ai montré aucune réaction. Le lendemain, un autre message vocal est arrivé, rapidement suivi d'un troisième, chacun étant plus désespéré que le précédent. À la fin de la semaine, la page Instagram de Packlight avait connu un afflux massif de nouveaux abonnés. De nombreuses personnes commentaient la publication pour partager leurs propres expériences, mais une poignée d'entre elles avaient un message d'une toute autre nature. Salut, est-ce qu'il s'agit de la même Laura de l'appartement 14C? Attendez, c'est elle, la mère? Waouh, elle l'a mis à la porte pour faire place à Eden. Cette dame a toujours été louche. Je le savais. Ensuite, quelqu'un, et ce n'était pas moi, a posté un lien dans les commentaires. Il renvoyait directement vers les fils de discussion Reddit concernant Eden, les vols au gymnase, les fraudes répétées, et le drame des téléphones dérobés dans les casiers. L'information s'est propagée à la vitesse de l'éclair. La dame, qui prétendait être la tutrice dévouée d'un adolescent problématique, avait en réalité chassé son propre fils. De plus, elle couvrait les méfaits d'un garçon, dont la réputation de voleur ne cessait de croître. Une fois cet incendie allumé, il était totalement impossible à éteindre. En l'espace de quelques jours, les gens avaient rassemblé toutes les pièces du puzzle. David nous a contactés à nouveau, avec beaucoup moins d'enthousiasme cette fois, et une profonde tristesse dans la voix. Elle m'avait assuré que tu t'étais enfui. Elle racontait que tu étais un garçon à problème, et qu'elle avait protégé ton cousin d'un foyer épouvantable. Je l'ai cru sur parole. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas répondu, puisqu'il n'y avait plus rien à ajouter. Il a tout simplement mis fin à son parrainage, sans faire de vagues ni de gros titres. J'ai cependant observé que toutes les photos d'elle avaient disparu de son profil Instagram en quelques jours. Ensuite, les conséquences inévitables ont suivi. Eden a été arrêté, 2 jours avant mon 21e anniversaire. Il tentait de vendre des ordinateurs portables volés sur Facebook Marketplace, en utilisant son vrai nom. Les policiers ont pu retracer les numéros de série, jusqu'à un centre communautaire qui avait été cambriolé la semaine précédente. Cerise sur le gâteau, le garçon avait été filmé par les caméras de sécurité. Et devinez qui est apparu sur le registre de la police locale? Vous l'avez deviné. Laura Williams, 46 ans, inculpée pour entrave à la justice et recel d'objets volés. Lorsque les policiers ont frappé à sa porte, elle a tenté de dissimuler les ordinateurs portables dans le vide sanitaire. Elle a prétendu qu'il s'agissait de dons, et qu'elle ignorait totalement qu'ils avaient été dérobés. Les forces de l'ordre ne sont pas tombées dans le panneau. La photo de son arrestation était granuleuse. Elle y paraissait plus vieille, terriblement usée, comme si elle venait tout juste de réaliser que la fête était terminée, et que le chèque était en bois. J'ai précieusement conservé cette photo, pour me rappeler que le karma existe bel et bien, même s'il agit parfois avec lenteur. David a rompu toute relation avec elle, et une source au sein de l'entreprise m'a confié qu'il était effondré. Elle a bien tenté de jouer les victimes, clamant haut et fort que je mentais. Elle affirmait que l'Internet avait déformé toute l'histoire, mais les preuves étaient publiques. La vérité n'avait pas besoin que je la défende. Elle se suffisait amplement à elle-même. Elle a perdu son appartement peu de temps après. Sans le soutien financier de David, elle ne pouvait plus payer le loyer. Les magasins d'électronique ont cessé de faire des dons à ces soi-disant nobles causes. Elle a essayé de lancer un financement participatif pour couvrir ses frais de justice, mais ce fut un échec cuisant. Quelqu'un a même ajouté un lien vers mon essai, sur sa page GoFundMe, et la cagnotte n'a jamais dépassé la barre des 100 €. Je ne suis jamais allé la voir, et je ne l'ai jamais appelée, car j'avais déjà gagné la guerre. Non pas en hurlant, ni en claquant les portes. Mais en vivant dignement, en créant quelque chose qu'elle ne pourrait jamais toucher, et en devenant l'homme qu'elle jurait que je ne serais jamais. Aujourd'hui, je dirige l'entreprise Packlight à temps plein. Nous expédions nos colis à l'échelle nationale, et collaborons avec des foyers d'accueil répartis dans 4 États. J'ai pris la parole lors de conférences, et encadré des adolescents qui ont traversé des épreuves bien pires que les miennes. Mon histoire a été présentée dans quelques podcasts, et même par une équipe de tournage de documentaires associatifs. Mais je ne raconte pas cette histoire, pour inciter les gens à s'apitoyer sur leur propre sort. Je la raconte plutôt pour leur rappeler une chose essentielle. Parfois, les personnes qui devraient vous défendre, ne le feront jamais. Parfois, la véritable famille n'est pas celle du sang. Et parfois, la plus belle des vengeances est silencieuse, minutieusement calculée, et servie très froide.
Le tout, accompagné d'un numéro de suivi de livraison, et d'une petite carte de remerciement écrite à la main.